Quatrième séquence dans ce chapitre consacrée à l'application de l'analyse des résultats d'essais dans les essais interlaboratoires à la qualité d'une méthode de mesure. Je vous rappelle que les pièces jouent ici le rôle des laboratoires. Et la quatrième séquence va nous conduire à établir l'équation fondatrice de la méthode qui nous dit que la somme des carrés des écarts total est égale à une somme de deux sommes de carrés d'écart. La somme des carrés des écarts liés aux pièces et la somme des carrés des écarts liés aux répétitions. Et c'est ce qu'on appellera l'équation d'analyse de variance. ANOVA étant l'acronyme anglais de Analysis of Variance. C'est un ensemble de méthodes statistiques dédiées à l'analyse des variations que l'on observe. Une fois que l'on aura établi cette équation, eh bien, on la déclinera en écart type de répétabilité, écart type de reproductibilité, ce qui nous permettra de quantifier deux statistiques d'estimation de la qualité d'une méthode de mesure, à savoir, comme vous le voyez dans les titres, la limite de répétabilité, puis la limite de reproductibilité. Voilà, c'est l'objet de cette quatrième séquence. Alors, nous allons établir, étape par étape, l'équation d'analyse de variance, avec parfois des développements mathématiques qui peuvent paraître un peu longs, mais qui sont accessibles à tout un chacun. Donc, reprenons ce qui se passe pour une pièce petit i, dans notre ensemble de pièces. On a effectué un certain nombre de répétitions qui sont matérialisées par des disques blancs dans le plan de la figure, et la pièce, on a résumé sa valeur par sa moyenne, x bar i. Donc xij, c'est la valeur mesurée pour la pièce i lors de la jème répétition, et x bar i, c'est la moyenne des valeurs pour la pièce petit i. Si on met toutes les valeurs ensemble, donc toutes les pièces ensemble, on va obtenir la moyenne des moyennes, x bar bar, c'est la moyenne des x bar i. Et donc, à partir que l'on matérialise par un trait vert, sur ce schéma général, et donc la décomposition va consister à réécrire l'écart entre x indice ij, une valeur mesurée pour la pièce i lors de la jème répétition. On va réécrire cet écart entre cette valeur et la moyenne générale x bar bar. Cet écart est représenté ici par une flèche noire. Et on va le décomposer sous la forme d'un écart rouge. La différence entre la moyenne de la pièce i, x bar i, et la moyenne générale, x bar bar, plus un écart bleu, la différence entre la valeur xij, mesurée pour la pièce i lors de la jème répétition, et la moyenne x bar i. Donc, de façon un peu macroscopique, l'écart noir est égal à l'écart bleu plus l'écart rouge. Donc, c'est ce que, d'un point de vue équationnel, on écrit sous cette forme. Alors, ce qu'on cherche à faire, les écarts peuvent être positifs ou négatifs, suivant que la pièce i se situe supérieurement à la moyenne générale ou inférieurement par rapport à la moyenne générale. Eh bien, ces écarts, pour les globaliser, on va en faire la somme, mais on va faire la somme de leurs carrés. Voilà. Et donc, on va chercher à décomposer intelligemment la variation totale des valeurs. La variation totale des valeurs, c'est la somme des carrés des écarts entre chaque valeur et la moyenne générale. C'est la somme des carrés des flèches noires. Eh bien, on va essayer de trouver une relation entre la globalisation de ces flèches noires et l'ensemble des flèches bleues et des flèches rouges. C'est la décomposition de la somme des carrés des écarts total. Alors, quelques équations mathématiques inévitables. On rappelle la somme des carrés des écarts total. C'est la somme pour i égale 1 à n, c'est le nombre de pièces. La somme pour j égale 1 à r indice i. J, c'est l'indice muet pour les répétitions. Et donc, pour la pièce i, on considère que l'on a r indice i valeur. Contrairement à la méthode R et R, on peut disposer ici d'un nombre différent de valeurs par pièce, ou si l'on est amené à supprimer une valeur qui rend une étendue ou un écart type aberrant, eh bien, il va falloir naturellement adapter, en fonction du nombre de répétitions par pièce, le calcul. Donc voilà l'origine des sommes, et naturellement, entre parenthèses, eh bien, l'écart entre la valeur xij et la moyenne x bar bar.
On remplace cet écart par la décomposition flèche noire égale flèche bleue plus flèche rouge. On a entrecroché une identité remarquable, grand A plus grand B au carré, qu'on va s'empresser de décomposer, pour dire qu'entre crochets, on a le carré du premier terme, plus le carré du dernier terme, plus le double produit, 2 fois xij moins x bar i, que multiplie x bar i moins x bar bar. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer pour chacun de ces termes les signes somme qui sont devant. Donc on voit apparaître l'équation suivante, et dans cette équation, j'allais dire au miracle, parce qu'on a décomposé par rapport à la moyenne des pièces, x bar i, eh bien, on a une propriété particulière, c'est que la somme des doubles produits est égale à 0. Si on avait décomposé par rapport à toute autre valeur, ce n'est pas vrai, mais en choisissant de décomposer par rapport à la moyenne arithmétique des pièces, x bar i, eh bien, cela a pour conséquence d'annuler la somme des doubles produits. Alors, ceci est souvent demandé, donc on va le justifier. Je vous ai écrit ici sans le réel 2, la somme des doubles produits. Je développe dans un premier temps le produit de xij moins x bar i par x bar i moins x bar bar, c'est ce qu'on voit sur cette ligne, et je distribue la somme, donc j'obtiens une somme, une combinaison additive de 4 termes, et je m'en vais essayer de réécrire chacun d'entre eux. Alors, prenons le premier terme pour essayer d'arriver à la nullité de la quantité que j'ai appelée dp, dp pour double produit. Eh bien, en vertu des propriétés de la moyenne arithmétique x bar i, que j'ai rappelé en bas, 1 sur ri somme des xij, eh bien, on peut voir qu'en remplaçant somme des xij par ri fois x bar i, on obtient une somme qui est la somme de ri que multiplie x bar i au carré. Donc le premier terme, on va pouvoir le réécrire sous la forme somme de i égale 1 à n du produit de ri, nombre de répétitions pour la pièce i, par le carré de la moyenne arithmétique. Deuxième terme qui apparaît dans cette composition des doubles produits. Somme des xij, x bar bar. X bar bar étant une constante, x bar bar ne dépend ni de i ni de j, on peut sortir du signe somme, c'est ce qui est exprimé. X bar bar, par ailleurs, c'est la moyenne des moyennes, et donc on peut, n étant le nombre total d'observations, et donc on peut donc écrire que cette somme de xij, x bar bar n'est autre que n fois x bar bar au carré. Troisième terme de cette somme, somme des x bar i au carré. Pardon, je suis passé un peu vite sur le transparent. Donc cette somme des x bar i au carré, x bar i ne dépend pas de j, donc on peut sortir x bar i du deuxième signe somme. On multiplie donc par ri, puisque ça ne dépend pas de j, donc c'est une constante. Donc on fait une somme ri fois de la constante, donc ri x bar i au carré, et donc voilà comment on réécrit cette somme. Et enfin, dernier terme, toujours pareil, en vertu des propriétés des moyennes arithmétiques, x bar i et x bar bar, on peut réécrire cette somme x bar i, x bar bar sous la forme de n fois x bar bar au carré. Et donc, si on remplace maintenant chacune de ces sommes qui paraissaient complexes par leur explicitation, eh bien, on peut naturellement arriver au résultat que je vous avais énoncé, qui est que la somme des doubles produits est égale à 0. C'est une propriété importante dans la décomposition de la variation totale, et cette propriété est vraie parce que pour la décomposition, nous avons choisi de scinder l'écart xij moins x bar bar par rapport à la moyenne x bar i. Voilà, alors revenons à notre équation de la somme des carrés des écarts totaux, simplifiée cette fois, et on voit apparaître deux termes fort intéressants que je vais écrire dans un autre sens pour faire apparaître en premier
quelque chose qui est lié à l'écart entre les valeurs et leur moyenne pour chaque pièce. Ben, c'est la répétabilité, c'est la somme des carrés des écarts liés aux répétitions. Et ensuite, donc c'est ce qu'on représente par la flèche bleue. La flèche bleue, c'est xij moins x bar i. Et ensuite, je vois apparaître un deuxième terme où je fais l'écart entre la moyenne observée pour la pièce i et la moyenne générale. C'est donc le trait rouge, ça sera la somme des carrés des écarts liés aux pièces. Voilà, c'est ce qui permet la décomposition de la somme des carrés des écarts totale en une somme des carrés des écarts liés aux pièces, la flèche rouge, plus la somme des carrés des écarts liés aux répétitions, c'est quelque part la flèche bleue. Voilà, et donc on réécrit ça sous la forme suivante, la somme des carrés des écarts totale et la somme des carrés des écarts liés aux pièces, plus la somme des carrés des écarts liés aux répétitions, et cette équation porte le nom d'équation d'analyse de variance. C'est l'équation fondatrice de la méthode d'analyse des essais interlaboratoires que l'on applique ici à nos pièces. Voilà, c'est ce qui est représenté sur ce graphique-là. Contrairement à la méthode R et R où les flèches étaient traduites directement par des variances, chose que l'on pouvait faire en raison du nombre égal de répétitions par pièce, eh bien ici on va avoir une approche plus rationnelle qui permet de prendre en compte un nombre de répétitions différents par pièce. C'est ce qu'on a vu ici et qu'on voit encore au travers de R indice I. Eh bien, on va utiliser cette équation d'analyse de variance. Alors, les sommes des carrés des écarts en statistique, eh bien, ça croît, et ça croît d'autant plus naturellement qu'on a deux pièces ou qu'on a ici deux répétitions. Et donc, pour en faire quelque chose, il va falloir relativiser ces sommes de carrés des écarts par ce qu'on appelle les nombres de degrés de liberté, de façon à transformer, c'est ce qu'on va voir ici, la somme des carrés des écarts en variance. Donc la somme des carrés des écarts liés aux répétitions va être transformée en variance de répétabilité. C'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, et ça change par rapport à la méthode RR, va être de transformer la somme des carrés des écarts liés aux pièces en variance pièce. Et dès lors que l'on connaîtra la variance de répétabilité et la variance pièce, on va retrouver une équation connue. En étape 3, on obtiendra la variance de reproductibilité en faisant la somme des deux variances précédentes. Donc contrairement à la méthode RR, on commence par quantifier la variance de répétabilité, on poursuit ensuite en quantifiant la variance pièce, et enfin on fait la somme des deux pour traduire la variance de reproductibilité, qui ne serait une vraie variance de reproductibilité que si on changeait de laboratoire, puisque le changement de laboratoire permet instantanément de changer d'opérateur et d'instrument en travaillant sur une pièce ou un échantillon qu'on fait circuler de laboratoire en laboratoire. On change également l'intervalle de temps, donc toutes les conditions de constance que l'on demande de réunir pour la répétabilité sont nécessairement satisfaites dans le cadre d'un essai interlaboratoire pour avoir une vraie variance de reproductibilité. Ici, on a une variance approximative de reproductibilité, mais on saura s'en contenter. Alors, comment faire pour trouver les nombres de degrés de liberté qui permettent de passer des sommes de carrés des écarts aux variances? Bien, commençons par faire quelques petits calculs préliminaires. Grand N, c'est le nombre total d'observations. Alors, c'est le produit du nombre de pièces par le nombre de répétitions quand on a le même nombre de répétitions par pièce. Si on ne dispose pas du même nombre de répétitions par pièce, on va faire la somme pour i égale 1 à n étant le nombre de pièces des RI. Et c'est ce grand N qui va servir dans la définition du nombre de degrés de liberté pour relativiser la somme des carrés des écarts liés aux répétitions. Il faut également calculer une grandeur qui s'appelle n' dans la norme, c'est le nombre moyen corrigé de répétitions par cellule. Ça, c'est d'autant plus utile que l'on n'a pas le même nombre, que l'on ne dispose pas du même nombre de valeurs mesurées par pièce ou par laboratoire. La formule n'est pas difficile à mettre en œuvre. N a été connu précédemment, somme des RI carrés a été connue précédemment, et donc on peut calculer n'. Alors, où en sommes-nous dans le logigramme? Eh bien, nous en sommes dans la dernière partie. On va calculer maintenant SR et
S grand R, donc l'écart type de répétabilité et l'écart type de reproductibilité en travaillant à partir des sommes des carrés d'écart. Premièrement, la variance de répétabilité. Mais pour obtenir la variance de répétabilité, je m'en vais diviser la somme des carrés des écarts liés aux répétitions par la quantité grand N moins petit n. Grand N, c'est le nombre total d'observations. Petit n, c'est le nombre de pièces. Si on remplace grand N par sa valeur, on obtient la somme des RI moins n. Imaginons que l'on dispose du même nombre de répétitions par pièce, je vais l'appeler petit r. On obtient au dénominateur n que multiplie r moins n, on met n en facteur, et donc on obtient n que multiplie r-1. R-1, c'est le nombre de degrés de liberté lié à l'écart type d'une pièce. Comme vous avez n pièces, on multiplie par n. Donc cette formule est assez facile à comprendre. Tout calcul fait, on obtient 0,75 mm². L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et donc l'écart type de répétabilité est égal à 0,866 mm. Alors on peut immédiatement comparer la variance de mesure qui était confondue avec la variance de répétabilité dès lors que l'on avait un seul opérateur. Avec l'approche R et R, on obtenait 0,7859 mm². Et bien, dans l'approche NF ISO 5725, on obtient une valeur très proche, puisqu'on obtient 0,75 mm². On fera à chaque étape une comparaison avec les deux méthodes d'analyse. Connaissant l'écart type de répétabilité, on va pouvoir calculer un indicateur qui s'appelle la limite de répétabilité. La limite de répétabilité, on nous dit que c'est la valeur en dessous de laquelle, avec une probabilité de 95%, on doit trouver la valeur absolue d'une différence entre deux résultats d'essai sous des conditions de répétabilité, et on la note petit r. La formule de calcul, c'est 2,83 fois l'écart type de répétabilité. 2,83 fois, c'est le produit de 2 par racine de 2. Racine de 2 fois l'écart type de répétabilité, si on applique la loi de propagation d'incertitude, c'est le doute exprimé sous forme d'un écart type, donc c'est l'incertitude type, qui affecte une différence entre deux valeurs. Et la valeur de 2 fois racine de 2, la valeur de 2 préliminaire, eh bien, c'est le facteur d'élargissement que l'on prend dans une loi de Student pour avoir un intervalle à peu près proche de 95% de confiance. Alors, comment on applique cette formule concrètement ? Si on veut s'assurer qu'un opérateur travaille toujours dans des conditions de répétabilité, on prend une pièce témoin, on lui fait mesurer 2 fois la valeur de la caractéristique sur cette pièce témoin. On calcule la valeur absolue de la différence des deux valeurs mesurées. Et si la valeur absolue de la différence des deux valeurs mesurées est plus petite que la limite de répétabilité, l'opérateur continue à appliquer la même qualité de méthode de mesure. On travaille toujours dans les mêmes conditions de répétabilité. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si la valeur absolue de la différence est plus grande que cette limite, ça veut dire qu'on a perdu les conditions de répétabilité et qu'il convient d'agir. Ici, la limite de répétabilité est égale à 2,45 mm. Si l'on observe très rapidement le tableau qui est à gauche, on voit que toutes les pièces ont été mesurées dans des conditions de répétabilité. Pourquoi ? Parce que la plus grande des étendues est égale à 2 mm. Donc si la plus grande des étendues est égale à 2 mm, toutes les étendues sont naturellement inférieures ou égales à l'étendue maximale. Et comme la limite de répétabilité est égale à 2,45, eh bien, on a travaillé dans des conditions de répétabilité. Voilà ce que l'on pouvait dire et qui est complémentaire à ce que l'on indique dans les indicateurs de qualité d'une méthode de mesure à partir de la méthode R et R. Alors, regardons maintenant comment on va transformer la somme des carrés des écarts liés aux pièces en variance pièces. Alors la variance liée aux pièces, eh bien, c'est la somme des carrés des écarts liés aux pièces divisé par n-1.
Jusque-là, tout va bien, on dispose de n pièces, donc le nombre de degrés de liberté, ça va être n-1. On soustrait la variance de répétabilité, de façon à bien avoir l'impact des pièces, et ensuite on corrige. Alors on corrige par le rapport n-1 sur n'. N' a été présenté sur un transparent précédent, et bien, tout simplement pour tenir compte du fait que parfois on n'a pas le même nombre de répétitions par pièce. Cette formule se simplifie lorsqu'on a le même nombre de répétitions par pièce. Tout calcul fait 9,55 mm². On prend la racine carrée positive et donc l'écart type lié aux pièces, c'est quelque part la dispersion liée au processus de fabrication, est égal à 3,091 mm. Là encore, comparons ce que nous avions obtenu avec la méthode R&R. La variance liée aux pièces était égale à 9,2756 mm², et dans la méthode ISO 5725, nous sommes proches avec une valeur de 9,55 mm². Dernière variance à calculer, qui est la variance de reproductibilité, alors qui est d'autant plus une variance de reproductibilité qu'on travaille dans un contexte d'essai interlaboratoire. Ici, c'est une pseudo-reproductibilité, puisqu'en fait, on essaie de reproduire la méthode de mesure sur plusieurs pièces. Eh bien, la variance de reproductibilité, c'est la somme des deux variances précédentes. Donc, si on connaît la variance de répétabilité, si on connaît la variance liée aux pièces, eh bien, en faisant la somme des deux, opération très simple à mettre en œuvre, on obtient la variance de reproductibilité que l'on pourrait comparer à la variance totale observée dans la méthode R&R. Si on a besoin de l'écart type de reproductibilité, ça va être le cas pour la limite de reproductibilité, eh bien on prend la racine carrée positive. Comparons, dans la méthode R&R, la variance totale était égale à un peu plus de 10 mm² et nous avons une valeur un tout petit peu plus supérieure dans la méthode ISO 5725, mais là encore, les deux méthodes nous donnent des résultats très voisins. L'avantage de la méthode ISO 5725, c'est qu'elle offre plus de tests de valeurs aberrantes aux opérateurs et qui plus est, elle ne nécessite pas d'utiliser toujours le même nombre de répétitions par pièce, et ce qui en fait après son grand intérêt, c'est l'application aux essais interlaboratoires. Que fait-on de l'écart type de reproductibilité? Eh bien, on va calculer la limite de reproductibilité de la même façon que précédemment. On va multiplier l'écart type de reproductibilité par 2,83. Je redis qu'il s'agit de 2 fois racine de 2, racine de 2 étant le facteur qui intervient dans l'estimation de l'incertitude entre ici deux moyennes. Voilà. Tout calcul fait, on obtient une limite de reproductibilité de 9 mm. Cela veut dire que si l'on observait un écart entre deux pièces différentes plus grand que 9 mm, eh bien, dans un essai interlaboratoire, il faudrait conclure que l'on a perdu la capacité de la méthode de mesure ou son aptitude à être reproductible d'une condition à une autre. Voilà comment on interprète cette limite. Alors, on a atteint la fin de cette quatrième séquence, qui est le cœur des essais interlaboratoires avec une méthode d'analyse de variance. Et donc on va se livrer à un petit quiz, expliquer à l'aide d'un graphique le principe de décomposition de l'écart entre une valeur observée, x indice IJ, et la moyenne générale des valeurs, x barre barre. Démontrer la relation suivante qui relie les sommes des carrés des écarts entre elles et que l'on appelle équation d'analyse de variance. En présence d'un même nombre de répétitions par pièce, que devient le nombre de degrés de liberté associé à la variance de répétabilité et quel sens peut-on lui donner? Démontrer la formule traduisant la limite de répétabilité, en fait, c'est essayer de retrouver le produit de 2 par racine de 2 et surtout justifier à partir de la loi de propagation d'incertitude, eh bien que si l'on admet
une incertitude petit s sur une valeur et une même incertitude petit s sur une autre valeur, l'incertitude sur la différence des deux valeurs est racine de 2 fois petit s. Voilà ce qui se cache derrière cette démonstration que l'on demande. Et enfin, comment peut-on utiliser pragmatiquement au laboratoire, au quotidien, la limite de répétabilité? Et nous avons fini pour cette 4e séquence, la dernière séquence étant la séquence de conclusion de ce chapitre. Merci de votre attention.